Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui est en mode estival, qui est en mode jaune, comme vous le voyez derrière nous, maillot jaune, effectivement. C'est le Tour de France, on y est, la plus grande course du calendrier de l'année, en tous les cas, la plus populaire. Et on va essayer, bien évidemment, de préfacer cette grande course, le Tour de France 2025, avec Alexis et Damien. Salut les copains! Salut! Salut tout le monde. Alors je le disais, on regarde derrière nous, on a du jaune pour ceux qui peuvent nous voir via YouTube. Et donc, tout simplement, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce maillot jaune. Je ne vais pas vous demander qui va remporter le maillot jaune à l'arrivée, sous l'Arc de Triomphe. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être vous demander, dans un premier temps, combien, selon vous, de coureurs différents, je dis bien différents, vont porter cette tunique jaune, la plus belle, hein, selon pas mal d'observateurs, durant ces 3 semaines de juillet 2025. Alors, Si je suis très classique, en fait j'hésite entre 4 et 5, euh, mais je vais être très très rabat-joie, je vais dire 4. moi j'ai préparé un petit peu cette question aussi, mais plutôt avec une âme d'enfant, on va dire, hein, une âme Ah, joueuse, et en imaginant des scénarios voilà, un petit peu loufoques. Et donc voilà, c'est pas un pari, c'est un prono, comme on aime bien faire la différence ici. J'en dirais 8. Oh! Voilà. on va bien s'amuser. Voilà. Et Ah toi bah écoute, Romain? je m'étais arrêté à cinq coureurs différents, effectivement. Et je vous propose de commencer par le premier, puisque là, nécessairement, hein, on va avoir une première étape qui donnera le premier maillot jaune. On risque d'avoir peut-être, sans doute, des noms différents. Je propose de commencer du coup par Alexis, qui va nous sortir un premier nom de son chapeau. Tim Merlier, au C'est sprint. pareil. Eh ben moi non. Moi non, parce que dans l'histoire du Tour de France, en tout cas ces dernières années, on a souvent été surpris, je trouve, lors de ces premières étapes. On attendait souvent des grosses bagarres entre les grands sprinteurs, et c'est souvent un mec du subtop, voire un gars presque improbable. Je rappelle quand même que Romain Bardet, alors beaucoup évidemment peut-être l'espéraient avant le début du Tour, mais l'année passée, Romain Bardet qui termine cette première étape en jaune, c'était quand même assez inattendu évidemment. Et ici, on s'attend à un sprint royal. Et donc, je verrais bien quelqu'un surprendre tout le monde. Et je ne verrais pas Tim Merlier porter le jaune dès le départ. Et je vous avoue que j'ai vraiment séché pour aller chercher un nom qu'on n'attendait pas parce que je n'aurais pas vu un des grands monstres du sprint qui vont être au départ cette année-ci. Et donc, j'ai pris, mais vraiment au hasard, et je me suis déjà pris, enfin, octroyé un petit bonus, un petit joker. J'ai pris deux noms parce que ces deux coéquipiers, ça dépend qui fera le sprint. Pavel Bittner ou Tobias Lund Andresen. Voilà, une surprise pour avoir ce sprinter qui viendrait au nez à la barbe de tous les grands sprinteurs de ce plateau, eh bien, voler ses premières victoires et ce premier maillot jaune. C'est Mais ambitieux. Allez. voilà. Alors peut-être pour continuer, Damien, je propose d'enchaîner avec toi. Tu nous as dit Tim Merlier comme Alexis. Est-ce que tu vois Tim Merlier garder le jaune jusqu'au chrono ou tu vois déjà un changement avant le Non, chrono? non, non, c'est Tim D'accord. Merlier, hein, les gars, c'est plus sprinter plat que ça, c'est difficile. Non, non, moi si je dois citer mon deuxième maillot jaune, je vais rester dans du classique, même si là il y a beaucoup plus de choix. Enfin, dans les sprinters, il y a déjà trois bons, très bons sprinters aussi, mais je vais quand même dire Mathieu Van Der Poel. Bah, écoute, moi aussi. Mais ici, c'est un peu périlleux parce que je pense Pogacar capable de lâcher Van Der Poel dans le triptyque de la deuxième étape, à la fin de la deuxième étape. Mais je mise quand même sur un grand Vingegaard qui arrivera à suivre les attaques de Pogacar sur les efforts punchy. Il l'a déjà fait. Ici, c'est pas très long, donc je le vois capable de suivre. Pogacar, voyant ça, n'insiste pas, ce qui pourrait permettre à Van Der Poel de suivre sans trop en faire et de s'imposer sur un sprint en montée qui lui convient à merveille. Donc Van Der Poel, pour l'instant, vous suivez Merlier, Van Der Poel. Moi, j'ai commencé avec Bittner. Là, je vais par contre effectivement vous rejoindre. Je verrais bien effectivement un Mathieu Van Der Poel s'imposer dans cette deuxième étape et donc reprendre le maillot jaune. Et ça va être intéressant de voir à la suite parce que chez Alpecin, il va falloir choisir entre Mhm. jouer le jaune, jouer le vert, les deux en même temps. Mais avec qui? Avec le coureur qui délaisse le Tour de France depuis longtemps, mais on l'a déjà vu par le passé, qui, une fois qu'il est en jaune, il aime cette tunique et il veut la conserver.
ou bien est-ce qu'ils vont jouer le coup avec un autre gars? Et ben, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez encore un troisième nom, et peut-être bien chez Alexis, un troisième nom qui se détacherait avant le chrono de Caen. Oui. Bah bon, voilà, ici, évidemment, j'ai plus joué sur la fiction, hein, la fanfiction, comme on dit. Bah, fan, c'est le cas de le dire, parce que j'imagine Wout van Aert chercher une troisième place. Et avec la bonif, et aussi suite à sa deuxième place de la veille, ça lui permettrait de venir chercher le maillot jaune sur la troisième étape, donc. Je suis pas projeté sur le quand et sur le comment. Ok. Mais il me reste que 2 noms qui vont paraître évidents à tout le monde. Donc je sais pas si je me prononce déjà maintenant ou si je te laisse répondre à Alexis sur la troisième et quatrième étape peut-être, hein. Oui, on peut attendre. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment là où j'ai eu une grosse question, un gros questionnement, pardon, sur est-ce que un troisième gars allait prendre le maillot avant le chrono de Caen? Parce que pour moi, sur le chrono de Caen, les choses vont bouger. Je peux imaginer que chez vous aussi. Et donc, je suis parti du principe que ça ne serait pas le cas, c'est entre guillemets «un pari» aussi, mais dans la mesure où je pense qu'un Mathieu van der Poel, ou un Pogačar, ça va être lui, hein, mais qu'un Mathieu van der Poel a suffisamment de coffre que pour prendre suffisamment d'avance au-delà de la bonif dans cette deuxième étape par rapport aux grands sprinteurs. Et donc, c'est clair que j'aurais bien vu un Tim Merlier, un Jasper Philipsen ou un Jonathan Milan, pour ne citer que, reprendre le maillot avant Caen, mais ça me semble compliqué. En tous les cas, ça sera compliqué si Mathieu van der Poel a décidé de jouer le coup à fond. Parce que si Mathieu van der Poel a décidé de jouer le coup à fond, on sait qu'avec Jasper Philipsen, ils s'entendent très très bien. Et on pourrait imaginer, vu Jasper Philipsen cette saison qui est quand même moins rapide que par le passé, on pourrait imaginer d'avoir l'inversion de ce qu'on a toujours vu finalement sur le Tour de France pour Mhm. l'instant. C'est-à-dire Philipsen qui jouerait le poisson pilote pour Van der Poel. Van der Poel qui pourrait continuer à grappiller parfois, si elle a des bonifs, soit peut-être dans le sprint intermédiaire, sait-on jamais, enfin en tout cas dans les sprints bonifs intermédiaires, soit alors effectivement sur les arrivées. Donc au final, je suis resté aussi avec 2 coureurs avant le chrono de Caen. Par contre, chez moi, ça change sur le chrono de Caen et je vais rentrer directement dans le sujet avec Remco Evenepoel. Cocorico, on est belge, on y croit. Remco Evenepoel qui se part du maillot jaune au soir du chrono de Caen. Est-ce que c'est votre impression, votre pari, votre envie peut-être aussi? Je dirais même que franchement, je vais être un peu peut-être trop. Enfin, c'est pas trop ambitieux, non. Ce serait une énorme désillusion que Ah Remco ne oui, soit pas en jaune le soir du chrono. c'est clair. C'est clair. En tout cas, je ne sais pas si lui se met la pression, mais il a expliqué que c'est quelque chose enfin, qui lui plairait évidemment, bien évidemment, mais on sent aussi que, notamment dans la presse flamande, on sait que la presse flamande est très, met fortement la pression sur les coureurs cyclistes flamands. Remco Evenepoel en fait partie. Et donc, voilà, il y a effectivement une grosse pression sur Remco pour ce chrono à Caen. Pour aller chercher la victoire, mais aussi et surtout pour chercher le maillot jaune. À voir évidemment s'il pourra prendre suffisamment d'avance, déjà s'il gagne le chrono, pour peut-être revenir ou recoller sur, le temps qu'il aurait perdu, d'ici là. Enfin voilà, moi j'y crois, au-delà Oui, moi aussi. effectivement du fait que c'est, presque une nécessité pour lui pour réussir son Tour de France déjà cette année-ci. Bah, Ouais. je sais pas ce qu'Alexis t'en pense, mais le temps, en théorie, il n'en aura pas perdu, à part peut-être des bonifs, hein. Enfin, moi, je peux pas imaginer qu'il ait perdu trop de temps que pour pas le rattraper sur le chrono. C'est exactement ça, en fait, parce que le chrono ici, on parle quand même d'un chrono tout plat de Oui, 33 km. Alors, évidemment, on sait qu'un Pogacar et un Vingegaard, souvent sur des chronos de grand tour, sont plus forts qu'ailleurs, mais aussi parce qu'il y a l'accumulation des efforts. Ici, c'est la cinquième étape. Donc, en théorie, Remco devrait leur prendre, je vais pas donner de chiffres, mais beaucoup plus de temps que ce qu'il n'aurait perdu sur les 4 premières étapes, je pense. Mhm. Il ne doit alors pas c'était prendre pas une minute sur ouais, ces deux ah, concurrents sur ce chrono. Allez, horrible. 45 secondes, entre 45 secondes et une minute. Oui, quand même, ouais. Bah, sur un chrono plat de 33 km, oui, il y a pas de montée, c'est long, tu vois. Donc, bah, à voir. Ouais. Non, ben, quand tu vois ce qui s'est passé sur le Dauphiné, alors que c'était pas un énorme écho et que c'était en montée, et tu Mhm. te dis sur un chrono plat, ouais, je rejoins Alexis, il doit le remettre franchement, il va le remettre une branlée. En Ouais. théorie, ça devrait être le cas. J'y crois vraiment, il va le remettre une raclée, hein. Ouais. Même si, sur le Dauphiné, c'est lui qui fait le meilleur temps, je pense, sur la butte, hein, Ouais, parmi à les quelques favoris. secondes près, ouais.
Donc Ouais. même quand, entre guillemets, le profil peut-être lui conviendrait un peu moins qu'à ses rivaux, il leur a repris effectivement un petit peu de temps. C'était pas prévu, mais je vous propose une petite question bonus, en tout cas un joker à nouveau. Si Remco n'est pas en jaune le soir à Caen, qui sera en jaune à sa place alors? Bonne Peut-être question. le temps de vous laisser réfléchir, puisque comme j'amène la question, forcément j'y ai un petit peu réfléchi. J'ai Euh, plusieurs. Ouais, vas-y. c'est un choix romantique plus que de raison. Et je vais peut-être surprendre, mais je vais dire Primoz Roglic. J'y pensais aussi, Ah, mais ah ouais, pourquoi ok. pas. Il y en a Il a plusieurs hein, qui du, peuvent bien y aller. sûr, il a du punch. Et puis, on oublie souvent aussi Alors, qu'on vient de citer Vingegaard et Pogacar en disant que sur les grands tours, ils ont toujours un step-up au niveau des chronos, mais Roglic aussi. Roglic, c'est Et au clair. final, le seul qui a battu Evenepoel sur un grand tour dans un chrono plat, ah bah, c'est Roglic. C'était sur la Vuelta de mémoire 2023, si ma mémoire est bonne. Mhm. Oui, c'est clairement possible. Sinon, Euh, Wout van Aert. Sinon, Wout van Aert, ou alors pourquoi pas un grand Ghana éventuellement, mais J'y réfléchissais, mais est-ce que Ghana, il n'aura pas trop perdu? C'est c'est difficile ça, de se projeter quand même, ouais. c'est clair. Ouais. Mais donc, si on fait un petit peu les comptes, on arrive au soir de Caen. On a, de mémoire, donc 3 coureurs qui sont en jaune ici depuis le début. Ouais. Euh, Je précise ouais, aussi que la quatrième étape, moi, Wout l'était, Van Der Poel l'était pour Damien, pour toi aussi Romain. La quatrième étape, elle peut encore nous réserver quelques surprises, hein. On peut avoir un bien sûr. Pogacar qui vient prendre le jaune, un Van Der Poel qui vient le reprendre à un Van Aert, ou Van Aert qui le reprend à Van Der Poel. Donc voilà, ça reste des possibilités. C'est pour ça que dans ma première réponse, quand tu m'as demandé est-ce que tu vois encore un changement avant le chrono, je n'exclus pas que Pogacar puisse le prendre avant le chrono. Je ne C'est crois ça, pas, mais je n'exclus pas qu'il puisse le c'est prendre. pareil. Mhm. Ouais, ne fût-ce que pour partir après tout le monde et avoir les temps de repère, ça peut être intéressant. Et alors après, bah forcément, on va rentrer dans un, on va dire un entre-deux avec a priori des sprints massifs qui ne devraient pas changer vraiment la donne jusqu'au Mont d'Or, hein, quoique peut-être que Sauf ça la pourrait sixième encore étape. changer. Oui, mais tu viens de me dire, est-ce qu'il y aura moyen d'aller rechercher autant de temps perdu sur Remco sur Non, le chrono? Et je donc, ne pense pas. ok. Donc, est-ce que vous voyez, C'était oui? vraiment si Remco veut s'en débarrasser, alors je vois bien Ben Illy. Mais est-ce Ah, qu'il va se débarrasser du jaune un jour après l'avoir reçu? Je ne pense pas. oui, et C'est un petit nom bonus. et est-ce que les autres équipes vont accepter de laisser une échappée au long cours, peut-être dans laquelle un Benili effectivement pourrait se glisser, aller chercher l'étape et le jaune? Ça me C'est un nom semble bonus auquel je ne crois pas. une conviction, c'est que une fois que Remco sera en jaune, ils vont la jouer à fond. C'est un test Ouais, pour la Soudal Quick-Step aussi. Et donc ils vont vouloir effectivement montrer que malgré tout ce qu'on peut en penser et tout ce qu'on peut en dire, la Soudal reste une grande équipe et donc ils vont vouloir défendre, je pense, ce maillot au moins jusqu'au Mont d'Or. ouais, ouais. C'est en ça que je me suis limité à 4 noms. C'est exactement avec le facteur Remco. En me disant avant, il ne faudra pas qu'une échappée parte. De toute façon, avant, il y a plein de monde qui va vouloir rester à portée de fusil. Mais Remco, il ne faut pas qu'il laisse une échappée prendre 3 minutes parce que sinon, bah, il n'aura pas son maillot jaune sur le chrono. Et après, s'il l'a, je pense aussi, il va vouloir le défendre et le garder le plus longtemps possible. C'est pour ça que je me suis limité parce que malheureusement pour les échappées, enfin, ouais, c'est pas top pour eux a priori, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce que vous avez un changement de maillot chez vous avant les Pyrénées? Autrement dit, est-ce que vous l'avez au Mont d'Or? Oui. Oui, Alexis? Et là, c'est un peu moins bonus que sur l'étape 6, parce qu'en effet, l'étape 6, je ne pense pas qu'il y aura de changement de maillot. Ici, je vois bien un coureur essayer, je vais vous dire son nom dans 30 secondes, et je vois bien aussi Soudal se dire, tiens, je vais pas vouloir rouler lors de l'étape de Takam, donc je vais laisser le maillot. Ce qui serait pas débile de leur part, parce qu'on sait qu'en montagne, ils ont quelques lacunes par rapport aux meilleures équipes, donc pourquoi pas ne pas faire rouler lors de l'étape de Takam. Et donc, je vois bien un bel O'Connor qui aura été totalement invisible sur les 9 premiers jours, qui aura perdu du temps, et qui viendra faire sa petite performance annuelle sur l'étape du Mont d'Or et prendre le maillot jaune. C'est pas mal. En tout cas, c'est une belle idée. Et effectivement, ceux qui ont suivi la Vuelta l'année passée, ou il y a 2 ans déjà, les années se ressemblent. Mais effectivement, O'Connor avait gardé le rouge pendant très longtemps grâce à une échappée fleuve. Mhm. Il y a quelques coureurs qui sont un petit peu coutumiers du fait, hein, en tout cas de jouer cette carte-là. O'Connor, alors on le lui souhaite évidemment, mais un Guillaume Martin, on sait que c'est le genre de coureur qui va systématiquement reprendre du temps dans des étapes où on ne l'attendrait pas nécessairement. Ça peut être intéressant. Damien, tu vois quelqu'un reprendre le maillot jaune à Remco au soir du Mont d'Or au sommet du Puy-Sancy? Non.
Non, et de toute façon, moi je t'avais dit, j'ai plus que 2 noms. Le jour où ça basculera, c'est quand Pogacar l'aura repris. Et alors, le gardera ou pas en fonction des échappées. Euh, mais par contre, c'est pas du tout à exclure, hein, ce qu'Alexis dit. Maintenant, O'Connor, je sais pas. Évidemment que Pogacar et Vingegaard, ils vont pas s'en tracasser, mais est-ce que des mecs qui partent avec quatrième place, cinquième place comme objectif, ça peut paraître con, mais voilà. Mm. Est-ce qu'on laisse Peut-être. repartir encore O'Connor avec un matelas d'avance après ce qu'il a fait l'année passée? Je sais pas en fait. Je- Ouais, c'est possible, c'est vrai. Après, Mais il peut c'est le dans le prendre pour tempérament 10 du secondes. Hein. garçon. S'il te plaît? Il peut le prendre pour 10 secondes aussi. Hein. C'est Oui, oui, c'est pas vrai. besoin de Et lui c'est dans le laisser. tempérament du garçon. Il a encore essayé des choses sur le Tour de Suisse, même si ça n'a pas Mhm. très bien fonctionné. Mais ouais. Et est-ce que c'est pas finalement peut-être la magnifique opportunité qui pourrait se présenter au cyclisme français? C'est un type d'étape qui pourrait convenir à pas mal de coureurs en tout cas qu'on a vu en forme ces dernières semaines, hein. Je pense à un Romain Grégoire, un Kevin Vauquelin, qui, euh, je pense, auront une carte à jouer sur cette étape, mais surtout qui pourraient bénéficier d'un bon de sortie. C'est des coureurs qu'il faudra tenir à l'œil, évidemment, mais qui raisonnablement, en tout cas je pense, hein, dans le chef des trois équipes qui vont rouler derrière, c'est-à-dire UAE, Visma et donc Soudal de Remco Evenepoel, c'est des coureurs qui, pour eux, ne vont pas venir faire un top 3 à l'arrivée à Paris. Et donc, à qui on pourrait effectivement céder le maillot avant d'arriver dans les Pyrénées. Et donc à ce niveau-là, je me dis que ça peut être une belle opportunité. Et je trouve qu'un Romain Grégoire ou un Kevin Vauquelin, plus qu'un Lenny Martinez, parce que je pense que c'est pas assez dur finalement pour Lenny Martinez. Mais moi, je les verrais bien tenter quelque chose. Après, je vais, euh, moi, je vais changer de maillot jaune sur cette étape. Et je vais être beaucoup plus finalement sobre. Je vois bien Tadej Pogacar prendre le maillot ce jour-là, Ah ouais. juste avant la journée de repos à Toulouse, et pouvoir ben, voilà, montrer que c'est lui le patron, euh, et ben, redémarrer finalement la deuxième semaine avec le jaune sur les épaules. Donc on arrive déjà ici à mon quatrième nom au soir de la 10e étape. Un tout petit mot sur les échappées. Je suis pas si convaincu que vous, moi, que la Soudal ne voudrait pas le défendre, même en montagne, et même si ça use. Moi, je C'est pense possible. que la Soudal voudra le garder. C'est possible. C'est Ouais. possible. Je, Mm. je pense que, pour revenir effectivement 2 secondes dessus, je crois que c'est une belle opportunité pour un Vauquelin ou un Grégoire, je l'ai dit. Après, je ne dis pas qu'ils vont le réussir, hein, Mhm. et effectivement, si Soudal veut essayer d'arriver jusqu'à Toulouse et donc jusqu'à l'étape d'Otakam, finalement, 2 jours après, en jaune, forcément, ils vont rouler. Et c'est pour ça que je ne vais pas mettre Vauquelin ou Grégoire en jaune le soir du Puy de Sancy. Je vais mettre Pogacar parce que finalement, bah, si Remco perd le jaune, effectivement, avant la première journée de repos, à mon avis, ce sera devant un des deux ogres, plus effectivement qu'une échappée, même si, et j'en reviens à ce que disait Alexis, l'aspect romantique finalement du Tour de France, on a envie de voir, même si on est belge et qu'on est supporter de Remco, on a envie de voir ces bagarres et ces échappées belles et folles ben, animer finalement une course qui ne devra pas se résumer entre un mano à mano avec un troisième larron derrière. Mais bon, là, j'anticipe un peu sur ce qu'on va discuter après. Alexis, il te reste encore pas mal de monde pour la suite. Je ne sais pas si tu vois beaucoup de changements ou Non. plusieurs changements entre Toulouse et Montpellier, c'est-à-dire dans la deuxième semaine, la semaine des Pyrénées. Non, non, donc moi quand je disais 8, quand je disais 8, ça prenait en compte mes deux bonus, Illy et O'Connor, même si c'est vrai qu'en y pensant, Illy, j'y crois pas du tout, O'Connor, j'y crois beaucoup plus. Mais moi, mon prochain changement, c'est évidemment à Otakam, où Pogacar prendra le maillot jaune, pour en tout cas tenter de ne plus jamais le perdre, je pense. Donc entre Otakam et un peu plus loin, il n'y aura en tout cas pas de changement de maillot jaune. Non, moi je reste sur Pogacar qui le prendrait plutôt à Hautacam, effectivement, et qui le garderait jusqu'au bout, au risque de me répéter, sauf échapper d'un mec vraiment pas dangereux qu'on laisserait, un mec d'Astana par exemple, vu leur saison, tu vois. Ouais, ouais. Donc, si je comprends bien, on a déjà, entre guillemets, terminé avec Damien, qui prend le maillot à Otakam, enfin, qui prend le maillot. Je te le T'as dit, souhaite, t'as essayé, Damien. Damien.
Mais donc avec Pogacar qui prend le maillot à Otakam jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées. Alexis, la suite, donc si on comprend bien, chez toi, on en resterait là aussi. Non. Ah! Encore une fois, on n'est pas dans le pari, on est dans le prono fou. Et c'est le cas de le dire parce que je fais ce choix pour être cohérent avec mon prono fou du début d'année. Et voilà, je mise sur une répétition de l'histoire et Vingegaard qui prend le maillot jaune au col de la Loze. Ah ben, c'était exactement mon prono aussi, puisque j'avais dit 5 noms, il m'en manquait un cinquième. C'est Vingegaard qui prend le maillot au col de la Lose. Et je vais. Alors, c'est pas tricher. On a dit le nombre de coureurs différents. Je ne serais pas surpris que Vingegaard prenne le jaune au soir du col de la Lose, mais que Pogacar le reprenne après. Ouais, Il y a facile. encore la place, comme on dit. L'étape de Pontarlier aurait pu être superbe s'il n'y avait pas eu cet enchaînement systématique de grands cols en arrivée en altitude avant. Et c'est clair que sur une étape de Pontarlier, je vois bien Pogacar réaliser un gros numéro. La question, ce sera de savoir combien de temps auras-tu perdu avant. Parce qu'avant le col de la Loze, il y aura eu déjà de sacrés efforts consentis par le Slovène. Alors, si c'est le Slovène de 2024, a priori, pas trop de soucis. Si c'est celui de 2023, il va souffrir. Et celui de 2025 semble montrer qu'il est encore un step au-dessus de Ouais. 2024. Et donc, je pense qu'il est capable de remettre un dernier coup de rein, ce qu'il n'aurait jamais pu faire en 2023 et ce qu'il n'aura probablement pas pu faire en 2024 si l'histoire avait été différente. Là, on avait un Vingegaard qui, par contre, était diminué du fait de sa chute. Et donc, voilà, je me réserve donc cette petite, de nouveau, ce petit joker sur Et, Pogacar qui va rechercher le jaune au soir à Pontarlier. et si je peux préciser, si là maintenant on me demande, tiens Alexis, est-ce que tu es sûr que Vingegaard va gagner le Tour de France? Je vous dirais, évidemment que non. Je ne suis pas du tout sûr, au contraire, mais j'ai décidé de jouer début d'année, donc voilà, pour persévérer dans ce pari-là, je dis s'il doit le prendre un moment, c'est sur l'étape du Col de la Loze. J'ai Ouais, une ouais. question plus pour toi, Romain, du coup, parce que Alexis, c'est aussi plus dans le jeu que dans la vraie croyance en Vingegaard. Euh, donc, si tu imagines que Vingegaard puisse le reprendre au col de la Lose, ça veut dire qu'on a Vingegaard qui est quand même pas mal, qui est bien dans le match, etc. Mhm. Il ne le reprendrait pas tout de suite sur le chrono à Péragude alors? Parce qu'il roule bien. Alors c'est remonté, mais les chronos, je vous rappelle qu'on a eu une performance où Vingegaard en chrono sur le Tour de France stratosphérique. Et on a encore vu sur le Dauphiné qu'il a fait un meilleur temps que Pogacar sur le chrono, alors que Pogacar était large au-dessus pour le Ouais, reste. ça Donc, c'est une bonne question. Mais sur une montée sèche comme ça, j'imagine tellement Pogacar qui sort la performance de l'histoire euh, non, je le vois pas perdre son maillot ce jour-là. Peut-être plus sur l'enchaînement, tu vois, la 18e étape, 5500 mètres de D+, avec Wout qui prend les devants, Yates et Jorgensen, et espérons peut-être un bon Kuss qui font le forcing. C'est plus voilà, sur cet enchaînement-là que je le vois vaciller et pas sur le chrono. Même si ça pourrait, c'est une bonne question. Ouais. Ouais, personnellement, je vois effectivement plutôt Pogacar dominer Vingegaard sur les Pyrénées et puis d'avoir l'effet inverse. Euh, J'avoue que le Mont Ventoux, je sais pas trop bien, mais le col de la Lose et la Plagne, c- en tout cas, ça correspond davantage au profil de Vingegaard. Vous allez me dire, bah, a priori, Otakam aussi. Mais j'ai quand même le sentiment, bon déjà Otakam, on sait que c'est un souvenir marquant pour les deux hommes, mais il y a clairement de la revanche dans l'air. Et donc je crois que euh, Pogacar va, entre guillemets, assommer le tour à Otakam. Mais effectivement, peut-être que Vingegaard pourra déjà reprendre un peu de temps à Péragude, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai un peu le sentiment que Pogacar va être dominant dans ces Pyrénées, peut-être trop, qu'il va peut-être laisser trop d'énergie, et qu'un Vingegaard, on sait que chez Visma, hein, c'est le plan, tout est robotisé pratiquement, tout est robotique dans cette équipe, et donc je vois plutôt effectivement quelque chose se mettre en place progressivement, et c'est là où je trouve ces derniers mois aussi nous ont appris quelque chose sur Pogacar et sur UAE, et pas que quand Pogacar roule, c'est que d'un point de vue stratégique, ils sont nuls. Ils sont nulle part. Ils ont l'habitude d'avoir le mec qui est deux jambes au-dessus de tout le monde, et donc il n'y a pas de stratégie. Voilà, on fait courir Pogacar, et puis il gagne, et puis on est tous contents. Mais quand il faut courir de manière intelligente, là, on ne les voit plus trop. Et donc, je peux imaginer, je répète, Pogacar et UAE
tout péter dans les Pyrénées, mais avec un Vingegaard qui, contrairement à l'année passée, a une préparation cette fois-ci qui n'a pas été tronquée et donc qui peut arriver Ouais. dans une meilleure forme et donc avec surtout une endurance bien plus élevée que ce qu'il avait en 2024 et donc plutôt de l'ordre de ce qu'il avait en 2023. Et c'est en ça où effectivement je vois Vingegaard reprendre du temps sur Pogacar dans les Alpes. Je lui répète, c'est Pontarlier, c'est le petit jeu-jeu, mais malgré ce qu'on a vu sur ce printemps, je ne suis pas encore convaincu que Pogacar gagne ce Tour de France. Mhm. Mm. Le maillot jaune, c'est clair que c'est ça qui va focaliser l'attention sur ce Tour de France, mais il y a évidemment d'autres belles choses qui s'annoncent, et notamment peut-être la plus belle bagarre qu'on ait vue depuis longtemps pour un autre maillot, le vert, celui du meilleur sprinter, du meilleur puncher, du plus régulier, appelons comme on le souhaite. Et là, tout simplement, à quel type de bagarre vous attendez-vous pour ce Tour de France? C'est-à-dire que c'est un Tour de France plutôt pour sprinter ou pour puncher? Peut-être commencer par ça. Ah, en tout cas, c'est moins pour sprinter que d'habitude, vu qu'on a un nouveau barème, déjà parce que le parcours présente beaucoup d'étapes favorisant les punchers et qu'on a un nouveau barème qui va venir donner beaucoup de points pour les étapes, comme celle du Mur de Bretagne par exemple. Là, on sait que les étapes de sprint vont rapporter 60 points, alors que des étapes comme celle du Mur de Bretagne ou comme la deuxième étape vont rapporter 50 points, ce qui est plus que d'habitude. Donc des coureurs comme Pogacar, qui en plus de ça vont aller gagner des points en montagne, en chrono, peut-être sur l'étape des Champs-Élysées aussi, vu que maintenant on sait qu'elle est plus compliquée que d'habitude. L'étape du Ventoux qui rapporte 30 points aussi et qui semble quasiment promise à Pogacar. Voilà, donc on sait qu'il risque d'aller gagner des points un peu partout et que donc il sera automatiquement dans le match. Surtout que au niveau du sprint, on peut aussi imaginer un morcellement des victoires entre Merlier et Milan. On sait que tous les deux sont capables de complètement rater leur placement aussi à certains moments. Donc comme ils n'auront pas beaucoup de possibilités, il suffit qu'ils se ratent une ou deux fois pour que Pogacar ou un puncher viennent prendre le maillot vert. Ouais, c'est ça, ça va être une course à plusieurs niveaux. En fait, tu vas avoir la bagarre entre les sprinteurs. Et puis, Mhm. est-ce que celui qui va triompher de la bagarre entre les sprinteurs va triompher des autres? Mhm. Et quand j'entends des autres, il va pas y avoir non plus 150 noms, mais de Pogacar, effectivement, qui peut presque faire figure de favori ou de Ouais. co-favori pour ce maillot. Et peut-être de Van Der Poel, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il faut voir comment Alpecin va rouler ce tour. En fait, c'est un peu la question qui se pose chez Alpecin. Est-ce qu'ils vont décider en fonction des premiers jours? Ils ont déjà un truc très clair? Est-ce que Van Der Poel va aller pour le vert et que Philipsen va jouer des étapes? Enfin, on ne sait pas très bien. On verra. Ouais, Maintenant, est-ce pour qu'on... la bagarre entre les sprinteurs, excuse-moi de te couper, mais je vais par exemple te poser la question. Euh, Déjà, si on se limitait aux sprinteurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressort inévitablement pour vous? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a trois noms qui se détachent hein, Même, ouais. par rapport au Et deux, reste. et deux dans les trois aussi d'ailleurs, pour moi. Mais Oui, alors je te laisse la parole. en sprint pur, en vitesse pure, Ouais. je vois en effet Philipsen, Milan, Merlier être les trois meilleurs. Je vois Milan, Merlier être meilleur que Philipsen. Et je vois dans un mouchoir de poche Merlier être plus fort que Milan. Ouais. Bah oui. Moi, je te dirais que Merlier, c'est la vitesse pure, meilleur sprinter du monde. Milan passe un peu mieux les bosses. Et donc, même s'ils sont là tous les deux à l'arrivée et que ça a été un peu compliqué, bah, peut-être que Milan en aura encore un peu plus dans les jambes. Mais Philipsen est peut-être, par contre, le plus bel équilibre entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que je pense que Philipsen passe encore beaucoup mieux que Milan. Et Ah, pas alors, beaucoup mieux. justement, et on en vient avec ce que va faire Alpecin, parce que s'il a Van Der Poel et Groves pour le lancer, c'est quand même un fameux train. Je sais que Lidl a un bon train aussi, hein, mais Ouais, voilà. ouais. Je suis assez d'accord. C'est vraiment l'inconnu, c'est Alpecin. C'est-à-dire que, euh, comme Alexis vient de décortiquer, je suis 100% d'accord avec toi, Alexis, sur les trois noms, et puis les deux noms, et puis finalement celui qui est un petit peu au-dessus des autres. Et celui qui était un petit peu au-dessus des autres, ce sera celui qui va sans doute devoir se priver dans les échappées à partir des Pyrénées, parce qu'il va devoir bosser pour Remco. On sait qu'il y a un deal entre guillemets chez eux. C'est vu le début du tour, on doit partir avec Merlier parce qu'il est dans la forme de sa vie. Ça fait déjà 2 ans hein, qu'il l'aime. Enfin, je rappelle quand même que sur le petit plateau ici, l'année passée, on est, je pense tous les trois à militer pour une présence de Merlier au départ du tour. Mais donc ici, voilà, il y est.
mais avec évidemment l'obligation de travailler pour Remco quand la route commencera à être un peu plus compliquée. Et donc, malheureusement pour lui, je ne pense pas qu'il aura les bons de sortie pour aller essayer de jouer les sprints bonifs et grappiller, glaner comme ça des points, ce que des Milan et des Philipsen seraient autorisés. Et là, de Ouais. nouveau, entre les deux, finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que Philipsen va jouer le maillot vert cette année-ci? Est-ce que il l'a déjà remporté? Et donc, est-ce qu'on va se dire, bon, finalement, Mathieu Van Der Poel vient sur ce tour avec des ambitions, peut-être. Je dis bien peut-être, parce qu'on n'en Peut-être. sait finalement rien. Mathieu Van Der Poel, c'est tout à fait le genre de gars qui peut, à partir de Toulouse, relever le pied, se dire, oh, moi je prends un petit peu de kilomètres pour préparer les mondiaux. Sauf que les mondiaux cette année-ci, c'est pas forcément le parcours qui lui convient. Donc qu'est-ce qu'il a joué après ce Tour de France? Donc c'est vraiment la grosse inconnue. Et donc, euh, comme tu expliquais, Alexis, on a ces trois meilleurs sprinteurs qui pourraient finalement se panacher les points en début de tour et donc se retrouver finalement tous plus ou moins à égalité, mais ne pas avoir un grand favori qui aurait engrangé suffisamment pour résister à Pogacar après. Mais je vais aller même au-delà. Est-ce qu'on ne doit pas avoir ça chez Alpecin aussi, d'avoir de temps en temps, un jour, on joue la carte de Van Der Poel, le lendemain, on joue la carte de Philipsen parce que ça lui convient mieux, et ainsi de suite. Et au final, peut-être qu'ils n'auront rien, hein. C'est toujours un petit peu, évidemment, le gros dilemme. Et donc, effectivement, pour toutes ces raisons-là, j'ai aussi le sentiment que Pogacar pourrait réaliser un coup à ce niveau-là. Et si c'est pas Pogacar, eh bien, ce sera à mon avis un des trois autres. Et de nouveau, je donne ma langue au chat parce que Merlier pourrait prendre le plus d'avance avant Toulouse, hein, disons-le comme ça. Milan sera celui qui sera peut-être le plus libre, mais Philipsen, dans une stratégie où Alpecin joue sa carte, sera pour moi le favori numéro un, l'ultra favori. Et donc, au final, je vais dire un Pogacar, deux Philipsen, trois Milan, quatre Merlier. Voilà, comme ça on a une hiérarchie qui se dessine. Moi, je dirais Milan. Je dirais Milan parce que, en plus, ce que tu as dit avec Merlier, je me demande même, en dehors de prendre des coups, s'il va faire les sprints intermédiaires. Si le peloton est là pour le faire, en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il va vraiment partir pour les victoires d'étape, en fait. J'ai pas l'impression que Merlier va viser le maillot vert. Oui, c'est vrai. Parce que Et donc, c'est pas le deal. C'est pas le deal. Et peut-être qu'il sait qu'il ne pourra pas le viser, qu'il n'aura pas la capacité de le viser, et que donc au final, pourquoi aller s'embêter à faire des sprints intermédiaires si c'est pour pas pouvoir les faire plus loin dans le tour et que voilà. et Ouais, ouais. Philipsen, ouais, il y a le trait, c'est vrai, je me contredis un petit peu avec ce que j'ai dit avant, hein, mais on a quand même l'impression qu'il est nettement en dessous de Milan maintenant en termes de sprint. Enfin, nettement. Après, c'est vrai que Milan a plus de problèmes de placement, mais Philipsen a plus de risques de prendre encore un déclassement un jour ou l'autre, hein. Ça, c'est sûr. Donc bon. Ouais, mais c'est vrai que Philips. Et Girmay, pardon, excuse-moi, mais Girmay, non? Parce que c'est le tenant, donc je vais quand même poser la question, hein. Ah, il peut Moi, nous j'y crois pas. surprendre, mais Mhm. il gagnera moins que les autres, quoi. Mhm. Ouais. Oui, mais J'y j'y crois j'y- pas non plus, hein, mais... j'y crois pas parce que on a eu un plateau quand même qui était assez faible l'année passée au Oui. niveau du sprint, soyons honnêtes. Et alors, je voudrais vraiment pas minimiser ce qu'il a réalisé, hein, parce qu'il a quand même cherché trois victoires d'étape. C'était vraiment magnifique, une renaissance totale. Mais si Philipsen n'est pas déclassé, il y a plus que match. Et je pense que le match, enfin la pièce, elle tombe dans le camp du coureur belge. Donc, pour moi, non, Guirmay est un. Surtout qu'on. Alors, vous allez me dire, ben, l'année passée, on n'a pas vu non plus avant le tour. Mais voilà, ce serait énorme. Et alors là, je lui offre un verre sans problème après. Mhm. Mais ce serait énorme qu'il réalise deux fois cette surprise, finalement. C'était une surprise l'année Mhm. passée. Et voilà, j'y crois pas parce que le plateau est trop relevé. Et donc, le panachage va faire en sorte que même s'il est au même niveau que l'année passée, il va prendre moins de points. Et je ne le Ouais. vois pas rivaliser avec les autres sur l'ensemble des 3 semaines. J'ai une petite question pour Alexis. Tu viens de Mhm. dire le plateau est très relevé, Romain. Effectivement, ramenez-nous un peu dans le passé. On est d'accord que même avec un plateau pareil, Wout van Aert écrase la concurrence pour le maillot vert si tu prends le van Aert d'il y a 2 ans. Franchement, le parcours, c'est le barème, le parcours, Largement, c'est ouais. c'est Wout van Aert. Enfin, Ouais, ouais. Si tu as le WOD de 2022, on revient toujours à ce modèle-là. Si tu as le WOD de 2022,
il le gagne facilement. Et là, imaginons qu'il le vise, ce qui m'étonnerait très fort, il est dans le match, j'en suis sûr, parce que je pense qu'il sera très fort. Mais, mais je pense pas qu'il va le viser parce qu'il l'a déjà fait, parce que il a l'objectif Vingegaard, il va peut-être viser 2-3 victoires d'étape, mais avoir tout un tour où il doit prendre le plus de points possible parce qu'il sait qu'il va pas gagner les sprints massifs, ça je pense pas. Mhm. Non, on est d'accord, hein, c'était Mais sur le fait que c'était le profil idéal quoi, de bien base. sûr, et encore maintenant, si ça se confirme l'idée selon laquelle son deuxième grand tour est meilleur que son premier, qu'en été il est plus fort qu'au printemps, etc., etc., il pourra encore être un très sérieux candidat au maillot vert cette année. Mais voilà, c'est que Wout, porte-étendard du cyclisme belge, en tout cas c'était lui en 2022, on a dit, mais maintenant ça a changé. C'est un autre coureur évidemment sur lesquels toutes les attentions belges seront fixées. C'est Remco Evenepoel évidemment, troisième du Tour de France l'année passée. Messieurs, est-ce que Remco Evenepoel peut faire mieux? Est-ce qu'il peut égaler? Ou est-ce que selon vous, sur ce Tour de France 2025, il risque de faire un peu moins bien? Autrement dit, à quelle place voyez-vous Remco Evenepoel terminer sur ce Tour de France 2025? Troisième, hein. Troisième, et de loin. Plus proche de la deuxième place que de la quatrième, selon moi. J'allais dire et de loin dans les deux sens, moi. Voilà. Mais je pense, enfin, comme l'année passée, au final, plus proche de la deuxième place que de la quatrième. Et pourquoi pas, on peut toujours rêver un petit peu plus proche encore que l'année dernière de la deuxième place et de la première place. Ouais, on se rappelle que l'année passée, effectivement, si on garde un cran derrière lui, à quelques secondes près, il a 10 minutes d'avance sur le quatrième, qui était Exact. Joao Almeida. Par contre, effectivement, il y avait, je ne sais plus le temps, mais plusieurs minutes avec Vingegaard. Euh, 400. ben, Alexis, j'ai envie de te poser la question du coup. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que Remco pourrait justement gommer cet écart avec les deux monstres? Alors, il faut toujours aussi préciser, on doit être prêt à imaginer, surtout avec Remco, des faits de course ou des défaillances. Surtout des faits de course. Mais je pense, j'en suis même sûr, qu'il sera encore mieux préparé que l'année dernière, notamment parce que sa blessure annuelle cette année a été plus loin du tour que celle de l'année dernière, donc il a eu a priori une meilleure préparation. Aussi parce que sur le Dauphiné de cette année, il était pas encore à son meilleur niveau, il était moins bon que Lipovic, mais il était quand même très largement meilleur que sur le Dauphiné de l'année dernière. Donc on peut s'imaginer qu'il sera aussi meilleur sur le Tour que l'année dernière. Donc voilà, je pense qu'il sera encore plus fort qu'en 2024, où il a fini, comme tu l'as dit, 10 minutes devant le quatrième, ce qui est énorme dans le cyclisme moderne. Donc voilà, moi c'est vraiment une question de préparation qui me fait dire que il sera devant. Le chrono aussi 33 km, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, devrait lui permettre aussi de prendre pas mal de temps sur beaucoup de concurrents, surtout sur les purs grimpeurs. Petite question, je vais te la poser à toi, Romain, du coup. Si on suit cette logique, est-ce qu'on devrait dire, bon, Alexis, tu vas pouvoir réagir puisque c'est toi qui as balancé l'écart, mais est-ce qu'on doit dire qu'il sera plus proche de la deuxième place ou plus proche de la première? Parce que le deuxième, c'est Vingegaard qui n'avait pas non plus une préparation idéale et qui lui aussi devrait fort step up cette année. Donc est-ce qu'il va pas juste être plus près ou moins loin de Pogacar, enfin du premier, peut-être pas Pogacar. Ouais. Si je reprends en fait l'argumentaire d'Alexis, et j'y suis sensible, c'est que on a vu sur ce Dauphiné qu'effectivement, il est en avance, enfin, c'est pas qu'il est en avance sur sa prépa, mais en tout cas par rapport à l'année passée, il est meilleur. Mais on a vu aussi que les autres sont meilleurs. Et donc, moi, j'ai un peu peur qu'il soit un petit peu seul sur son île, parce qu'effectivement, je le vois troisième aussi. Mais contrairement à ce que j'aurais espéré en début de saison, et on pouvait y croire finalement, j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir rattraper comme ceci un Vingegaard et un Pogacar, en tout cas sur ce profil de Tour de France. Parce que on se retrouve avec, au final, une kyrielle d'étapes qui ne sont pas à son avantage par rapport aux trois coureurs dont on parle. Hein, je veux dire, les montées d'Otakam, du Ventoux, de la Lose, de la Plagne, dans une moindre mesure Super-Bagnères, c'est toutes des étapes qui, a priori, sont pour un profil à la Vingegaard, voire à la Pogacar qui est un ogre et qui bouffe tout, plutôt qu'un Evenepoel. Euh, sur un tour, on aurait eu beaucoup plus d'étapes comme celle du Mont d'Or, puis de Sancy, euh,
voire finalement c'est le super bannière, mais là peut-être. Là j'aurais dit il y a moyen de réduire le gap. Mais ici je trouve que, et je l'avais dit en tout début de saison, quand on a vu le profil de ce Tour de France, pour moi Remco aurait dû aller sur le Giro jouer la gagne et venir sur ce Tour de France pour essayer de viser des étapes, peut-être un maillot de meilleur grimpeur que sais-je. Et au final, il n'aurait quand même pas été loin du podium, voire il aurait été dessus. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix en début de saison parce que ce Tour de France-ci fait qu'on ne pourra pas, je pense, mesurer vraiment la marge qu'il aura gagnée sur les deux premiers. Petite nuance par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est qu'avec Remco, on ne sait jamais. Avec Remco, on est toujours surpris au final, et donc pourquoi pas. Mais donc voilà, moi je le vois effectivement plutôt sur une île déserte, à 10 minutes de Vingegaard deuxième ou de Pogacar deuxième, mais à 10 minutes devant un autre, et on pourra en reparler ici Mm. dans un instant. Ouais, parce que c'est vrai que ça aussi, j'ai envie de préciser, c'est que maintenant, c'est acquis dans nos têtes que Remco c'est le troisième, comme c'est acquis que Pogacar est le meilleur, alors qu'il y a un an pile, c'était pas lui le meilleur. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Remco, l'année passée, il nous a impressionnés, hein. Après son Oui. Dauphiné, on le voyait pas être aussi fort sur le tour. Donc, comme dit Romain, avec Remco, on ne sait jamais. Et c'est aussi sur ça que je mise pour se rapprocher du premier, comme tu dis, Damien. Mhm. Et alors aussi, si je peux me permettre, j'ai quand même envie de parler d'Almeida parce que c'est un peu lui auquel tout le monde pense pour pouvoir concurrencer Remco pour la troisième place. Oui, il impressionne cette année, mais on l'a quand même pas vu face au tout meilleur. Et je vois vraiment pas de raison de penser qu'il ait soudainement réussi à boucher le gap qu'il avait avec Remco. D'autant plus qu'on connaît l'ogre Pogacar. Almeida pourrait se rapprocher du podium sur des coups tactiques, mais je pense pas que Pogacar acceptera ça. Et je pense pas qu'UAE va miser sur des coups tactiques. Donc Almeida sera là pour faire le train et il perdra du temps. Ouais. Damien, tu as grimacé au nom Oui. d'Almeida. Non, 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 en fait, Almeida, ce qu'il y a, c'est, j'ai toujours du mal à me projeter avec des mecs qui sont équipiers, mais bon, il a fait, euh, il a fait superbement l'année passée, comme Landa a pu le faire dans le passé en étant équipier, quoique Almeida sera certainement amené à faire beaucoup plus d'efforts que ce que Landa avait fait pour Remco. Non, 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 je suis tout à fait d'accord, hein, il peut pas du tout, selon moi, rivaliser avec Remco. Peut-être que j'ai grimacé au moment où boucher le gap, impossible. Ah oui, oui. Réduire le gap, peut-être, oui, parce qu'il a une vraie progression cette année. Mhm. Et donc voilà. Mais bon, de toute façon, on parle au lieu d'être à 10 minutes, d'être à 8 minutes 30, quoi, je veux dire. C'est anecdotique. Ouais. Mais j'avoue que Almeida euh, m'a impressionné, honnêtement, depuis le début de la saison, parce qu'il vient de remporter 3 courses par étape d'une semaine et non des moindres. Mais justement, je pense que cette année-ci, il a mis le focus sur ces courses-là. Il s'est Mhm. dit, j'ai envie moi aussi de me faire mon palmarès. Et De donc, gagner. si je ne peux pas aller sur un grand tour pour être le grandissime pas favori, mais leader de mon équipe, eh bien, je vais jouer ici ma carte. Et donc, effectivement, je ne vois pas Almeida même quatrième. Je pense alors, il a le talent pour l'être, hein, clairement. Mais contrairement à l'année passée, je verrais bien effectivement Almeida se mettre minable pour Pogacar, pour Mhm. montrer à UAE, regardez, vous m'avez offert le lead sur plusieurs courses à étapes, où il est parfois le co-leader, hein, le co-leadership avec un Yates ou avec un Ayuso ou autre. Et vous m'avez fait confiance. En échange, moi, je vous rends cette confiance, mais ce serait finalement une, d'une manière personnelle, quelque part, une stratégie pour lui de montrer à son Ouais. employeur, l'année prochaine, La moi, je veux Vuelta le arrive, hein. leadership sur un tour et je veux être le leadership seul. Ne me mettez pas un Yates ou un Ayuso dans les pattes. Je suis le leader comme Pogacar est leader sur le Tour de France. Et donc, à ce niveau-là, je pense que Almeida va faire un train d'enfer. Et par contre, pour pouvoir faire ce train d'enfer, va se relever et ne va pas systématiquement essayer de terminer pour faire un classement. Je ne dis pas qu'il va terminer hors du top 10, loin de là, il sera 4, 5, 6e, hein. Mais je ne pense pas qu'il va chercher à essayer de, de résorber justement ce gap sur le podium, alors qu'il y a d'autres gars qui, par contre, vont pouvoir jouer ce podium. Et peut-être Mhm. pour rester sur cette question, entre guillemets, de Remco, donc il y a Almeida, effectivement, qui est un candidat, évidemment, mais quel est peut-être le coureur, selon vous, qui pourrait, entre guillemets, titiller ou embêter, ou peut-être carrément rivaliser avec Remco pour cette troisième place sur le podium? Troisième place, ça peut être la première, la deuxième ou la troisième, hein, mais on a bien compris que ce serait probablement plutôt la troisième que les deux autres.
J'y Ouais, crois pas, mais je vais toujours être obligé de citer Roglic. évidemment. Pareil, Oui, exactement la même réponse. J'aimerais ouais. bien. Enfin, pas qu'il Rappelez- batte Remco, mais qu'il Ah oui. soit fort. Non, mais en Rappelez-vous ce fait, qu'on a dit. Rappelez-vous ce qu'on a dit après le Giro, hein. Roglic, quand il termine un tour, il le gagne. Quand il ne le gagne pas, il abandonne. Hein, Ouais. je quand il caricature va à abandonner, peine. quoi. Ben, Non, mais en fait, c'est parce que je cite Roglic un peu parce que j'ai de plus en plus de mal à y croire. Mais malgré tout, comme à l'époque, je disais avec Geraint Thomas, bon là, c'est fini Geraint Thomas, ça, mais j'arrête de les sous-estimer. Euh, non, mais en fait, il m'a l'air. Sinon, je sais pas. Je pense que c'est une île déserte, effectivement. Je me rappelle que je croyais tellement en Carlos Rodriguez. Je sais pas ce qui lui arrive au pauvre Carlos, mais c'est une catastrophe. C'est pas lui du tout que j'irais citer. Et donc, si je cherche un peu, bah, c'est qui à part Roglic, il y a qui comme rival? Est-ce qu'il y a Elmoz? Lipovic, mais bon, Non. Enfin, pardon, je- excuse-moi, c'était sorti du cœur, mais non. non, non, bah, c'est un nom qui pourrait sortir après avoir vu son Dauphiné, mais j'y crois absolument pas. Je pense que Picte forme Dauphiné, je pense. exactement, exactement, et Remco pas du Mhm. tout. Donc voilà. Et sinon autre Jorgensen, mais non plus trop de dénivelé plus pour lui, donc je pense pas. ouais, je suis d'accord. Pour moi, le seul qui pourrait, sur ce terrain-là, en tous les cas, rivaliser s'il est dans la meilleure forme de sa vie, que c'est un objectif, etc., ce serait Carapaz. Ah ouais. Carapace, parce que Carapace a cette faculté aussi en tout cas il a depuis 2 3 ans, d'essayer, de tenter, et on a vu que souvent ça marche, en tous les cas pour reprendre du temps, mais Carapace ne sera pas là au Tour de France. Donc effectivement, on pourrait citer, alors presque en rigolant, un Enric Mas, hein, si on se réfère à ceux qui sont là, dans les profils de gars qui, sur des longs cols, peuvent effectivement rivaliser ou embêter un peu Remco. Ben oui, il y a Enric Mas, si Enric Mas fait du Tour de France son principal objectif, et on sait que pour Movistar, c'est pas le cas. On sait que pour Mas, ce sera la Vuelta, parce que Mas n'est pas un gars idiot, il sait qu'il va pas gagner, qu'il fera très probablement pas podium, alors que sur une Vuelta, il peut l'envisager. Et donc, je pense que Mas va se contenter d'une place de 7 ou de 8 sur ce Tour de France. Et donc, pour toutes ces raisons, effectivement, à part un Roglic, parce que Roglic, on sait que dans la tête, est très, 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 très fort. Si Roglic ne tombe pas, lui va clairement pouvoir enquiquiner Remco, même si effectivement, on est dans une forme plutôt un peu descendante, même si Roglic nous a montré qu'il fallait jamais l'oublier, alors que Remco est dans une forme ascendante. Donc, a priori, pas de danger pour Remco, mais si jamais, pour des faits de course ou autre, il devait y avoir quelqu'un qui vient l'embêter, pour moi, c'est Roglic, effectivement, aussi. Mhm. Alors, on a d'autres gars, évidemment, qu'on pourrait citer, et on a parlé donc d'Almeida, de Jorgensen. On est là sur des équipiers. C'est un peu on va dire une nouveauté de ces dernières années, c'est de voir que ces équipiers viennent quelque part nourrir ces top 10, tellement ces deux, trois équipes qui dominent aujourd'hui le cyclisme mondial sont fortes, ont les meilleurs coureurs, et donc quelque part, bah, trust les meilleures places, c'est logique, des classements généraux. Parmi ces équipes, il y en a évidemment deux, UAE Pogacar, Visma avec Vingegaard. J'ai envie de vous demander, maintenant qu'on connaît la start list, quelle est celle de ces deux équipes qui, pour vous, est la plus forte? Je ne dis pas que c'est celle-là qui va remporter le Tour de France, mais je dis que c'est peut-être la plus équilibrée, la meilleure, celle qui est peut-être le plus tout-terrain. Quelle est, si vous deviez choisir, vous êtes manager et vous pouvez choisir votre équipe, est-ce que vous prenez UAE ou Visma? Et peut-être que pour pouvoir vous aider à faire votre choix, on va quand même vous dire quelles sont ces deux équipes, en tout cas quels sont les coureurs qui sont sélectionnés. Et là, j'ai ma startlist qui vient de fiche le camp, voilà, je la retrouve. Donc, on a du côté de UAE, on a Pogacar, Almeida, Narvaez, Polit, Sivakov, Soler, Wellens et Adam Yates. Et chez Visma, on a Vingegaard, Affini, Benoot, Kampenaerts, Jorgensen, Kuss, Van Aert et Simon Yates. Et donc, laquelle de ces deux équipes vous fait le plus envie, vous fait le plus saliver? En tout cas, tu disais laquelle est la plus équilibrée. Je trouve que ce sont deux équipes très bien équilibrées.
Mm. Première chose, je trouve que c'est des compositions vraiment bien pensées, bien intéressantes. Je donnerais un petit avantage à UAE. Ouais. Déjà parce que quand on prend une équipe dans son ensemble, ben, on compare aussi les leaders et que je mets un petit avantage à Pogacar. Euh, et sur en passant, puisqu'on compare un peu les deux, tu as dit tout à l'heure que c'était pas d'office fait que Pogacar allait gagner. Alexis, tu as dit il y a un an, on pensait l'inverse, enfin, donc Vingegaard. Effectivement, hein, moi je suis beaucoup sur Pogacar, mais je suis pas du 100% Pogacar. Enfin, Ouais. a priori, là quand même, il est un peu au-dessus. Et après, on a beaucoup des choses à la grosse louche qui se valent, je pense. C'est-à-dire Almeida Jorgensen, pour moi, ça se vaut, même s'ils vont peut-être pas briller totalement sur les mêmes terrains tout le temps. Donc bon, je peux les mettre plus ou moins pareil. Les frangins Yates, Simon Yates a montré un peu plus qu'Adam pour l'instant, mais globalement ça se vaut. Et puis il faut voir comment chacun aura digéré le début de saison. C'est ça. Donc voilà. Malheureusement, je vais peut-être me faire un ennemi ici sur le petit plateau, mais je pense que maintenant, à minima, dans la forme actuelle, Wellens, il vaut Van Aert. Je suis désolé, hein, mais en tout cas, sur le profil équipier pour aider ton leader à gagner le tour, bien Ouais. sûr que Wellens est moins complet que Van Aert, mais il peut rouler sur du plat. Il, Et il vous offre, allez il, voir, il offre quand même moins d'éventail stratégique, tactique que Van Aert, selon moi. Mais je suis pas sûr. Pourquoi? À quel que niveau tu veux dire? je vois pas Wellens aller faire tout un col et aller pouvoir rouler à du 60 à l'heure sur le plat après pendant. Enfin, comme fait un Van Aert, quoi. Je serais pas étonné, moi, cette année. Le Williams qu'on a. Bah Enfin, ouais, je c'est serais pas étonné, possible. sauf qu'on le verra jamais parce que c'est pas la manière de rouler Ouais. de UAE de toute façon. Donc on n'aura jamais la réponse à notre question. Mais Ouais. franchement, le Williams actuel, euh, pour moi, c'est. Enfin, voilà. Alors, sur ce qu'on attend pour aider, bien entendu, si tu me disais, vous n'êtes pas là pour aider un leader, les gars, faites votre tour, ben, je prends 1000 fois Van Aert. Mhm. Mais là, dans le rôle que chacun va avoir pour la victoire finale au classement général, je pense pas que Van Aert apporte nécessairement plus que Wellens. Donc voilà, et je Ouais. donne donc pourquoi un petit avantage à UAE? Parce que sur les 4 rôles, je vois un tout petit avantage UAE, mais c'est tellement aléatoire. Sepkus, c'est quel Sepkus qu'on va avoir? Le Sepkus Ouais, qu'on c'est a ça. depuis un moment, en fait, bah, pour moi, c'est presque, c'est pas un maillon faible, mais ça fait pencher la balance en faveur du UAE, en fait. Mhm. Je suis Nils d'accord avec Pollitt, ça. beaucoup trop sous-estimé, par contre. Nils Pollitt, très 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 bon pour UAE. Voilà. Mes incertitudes chez UAE, bah, c'est Solaire, parce que c'est toujours une incertitude, mais c'est le rôle de Narvaez. Narvaez, Mhm. c'est un excellent coureur qui peut avoir une plus-value très ponctuelle, mais sur l'ensemble de 3 semaines, je ne sais pas bien quantifier sa plus-value. En fait, Bah, je ne sais pas ce qu'il amène au bloc, hein. sur les 10 premiers jours, c'est vraiment là où il sera le plus important. Là où Almeida saura peut-être pas forcément suivre Mhm. au punch, lui pourra essayer de suivre ou lancer Pogacar. Ce sera Ah oui, peut-être c'est vrai que sur ces étapes-là, en tout cas, oui, il pourra. Mais peut-être ça sa plus-value, c'est les 10 premiers jours. est-ce que sur 3 semaines, c'est plus important ça qu'à Benoît? Mais Benoît, je suis un peu déçu aussi hein, depuis ces derniers temps. Mais Non, mais tu l'as dit, je pense que UAE est cette 8e place de Narvaez. Je veux dire, c'est du bonus. Ils ont Almeida, Yates, Soler, Sivakov pour aller faire du train en montagne. Ils n'ont pas besoin d'un gars en plus pour aller faire du train. Et ils ont Polite qui sait tenir une échappée à 3 minutes pendant 180 km. Donc Narvaez, c'est mhm. du bonus. Et sur ces 10 premières étapes, c'est lui le nom le plus intéressant dans l'effectif UAE pour venir. Enfin, non, tu as Del Toro et autres, hein, mais parmi ceux qui pouvaient se préparer pour le tour, le nom le plus intéressant pour venir aider Pogacar sur ce genre de profil, selon moi. Et votre avis, alors vous, hein, qui a la meilleure équipe? Moi, je suis d'accord avec toi, je dis UAE, notamment parce qu'on ne sait pas quel coureur Visma on aura. Est-ce qu'on aura le boîte de 2022? Je ne pense pas. Est-ce qu'on aura le CUS de 2023? Certainement pas. Le Jorgensen de l'année dernière, pas sûr non plus, vu son dernier tour. Comment il y sera à la sortie du Giro? Voilà, tout ça, c'est des interrogations qui font pencher la balance vers UAE. Ouais, et pour compléter et terminer là-dessus, il y a un nom qu'on n'a pas cité chez US, c'est Sivakov. Et c'est un gars qui, en tout cas par le passé, a déjà montré que sans forcément en faire un des plus importants lieutenants, c'est un mec qui tient vraiment la baraque. Mhm. Et enfin moi je ne l'ai pas vu cette saison-ci. Je ne sais pas où il en est dans sa forme et dans sa préparation, mais c'est clair que s'il est en bonne forme, il peut être vraiment solide. Très sincèrement, je m'étonne de la présence d'un Solaire. Mm. J'aurais nettement plus vu Solaire sur
une Vuelta ou un Giro pour voilà, aller chercher une étape en plus de donner un petit coup de main à son leader. Ils vont peut-être essayer ça sur le Tour de France, j'en sais rien. Mais ici, c'est clair qu'il a cette réputation, on le sait, on le connaît, c'est pas le meilleur coéquipier qui soit. Et donc, voilà, je- je suis étonné, par exemple, de ne pas voir un Domaine Novak qui peut-être était à la rue au Dauphiné, mais qui était très important pour Pogacar dans la chambre, hein, c'est vraiment son compagnon de chambrée dans les hôtels. Euh, et sinon, oui, globalement, je suis d'accord avec vous. Visma sur papier, c'est séduisant, c'est alléchant. Si on prend le meilleur, ou en tout cas la meilleure année de chacun des coureurs présents, alors que UAE, c'est du costaud tout le temps. Et on l'a encore vu ici avec des mecs comme alors, il n'est pas présent au début du tour, mais un Baroncini qui vient gagner un tour de Belgique ici. Enfin, c'est UAE, quoi. Les mecs qui arrivent chez UAE font un step-up. On évoquait Polite. Rappelez-vous Polite, qui a tiré, je ne sais pas dans combien de kilomètres dans l'école hors catégorie l'année passée, où tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que ce mec fout encore là, quoi? Le Polite qui est, en tout cas, quitte à tirer un groupe comme ça, Polite était plus fort qu'un Van Aert, hein, franchement. Allez, je ne dis pas le Van Aert de 2022, mais aujourd'hui, en tout cas en 2024, Polite était plus impressionnant qu'un Van Aert sur le Tour de France, je trouve. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, pour moi, UAE est un cran au-dessus de chez Visma. Ok, mais moi j'ai imaginé un petit jeu, hein, parce qu'on va sortir même du AE Visma, même si on risque peut-être d'y retourner beaucoup. Euh, Moi je vais vous proposer, on est presque UAE au niveau budget, c'est-à-dire qu'on a un budget illimité, et vous propose de faire votre équipe type pour ce Tour de France. Je mets deux conditions. La première, c'est que vous ne pouvez prendre que des coureurs qui sont au départ de ce Tour de France. Mhm. La deuxième, c'est que je ne veux qu'un seul vrai leader. J'entends vrai leader, c'est pour le classement général. Et donc, vous n'allez pas me prendre Pogacar et je prends Vingegaard comme ça, si Pogacar se casse la gueule. Non, évidemment, ni Remco, ni ce genre de coureur, quoi. Je ne sais pas Ok. qui veut se lancer en premier. Allez-y, vendez-moi du rêve. Ben, Euh, la question, c'est déjà de savoir qui prend-on comme leader. oui. Et je Mhm. t'avoue que encore là, maintenant, je suis partagé. Eh ben, Euh, tu veux que je te lance mon idée et comme ça tu vas peut-être aller à contrario parce que je me demande si le fait que tu sois partagé n'a pas un tout petit rapport avec ce que je vais dire ou peut-être pas du tout, hein, mais moi je suis parti sur Pogacar, mais si et seulement si Tadej accepte ce que je lui propose au téléphone quand je lui propose d'être leader de mon équipe, c'est-à-dire Tadej, t'es large au-dessus, c'est bon, t'as pas besoin d'une équipe à ton service. On va te mettre deux, trois gars, évidemment, on va pas te laisser tout seul, hein. Mais là, il va falloir un petit peu partager. On va prendre un sprinter, on va peut-être prendre un gars qui pourra jouer sa carte. Donc si tu es partant comme ça, de toute façon, tu vas le gagner. Viens chez nous, on va rigoler. Alors viens, et je te prends toi comme leader. Sinon, non, parce que j'ai envie de m'amuser et de pas juste viser classement général et tout autour de Tadej Pogacar. ouais, pas mal. Ouais. Mais ça vaut pour Vingegaard aussi. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Parce que vrai, moi, mais Vingegaard n'est pas tellement au-dessus. Il a besoin de son équipe. Pogacar, je pense qu'il a même pas besoin de son équipe. ouais, à ce niveau-là, c'est peut-être vrai. Et j'avoue que, en fait, un Pogacar m'intéresserait. Parce que pour moi, les deux se valent et ce serait intéressant de voir Pogacar chez Visma et Vingegaard chez UAE. Euh, on va pas aller, ce serait trop simpliste. Mais je pense que Pogacar assure du spectacle, assure des victoires d'étape. euh, et au final, on ne sait pas s'il va gagner le Tour de France. On le suppose, mais on ne sait pas. Vingegaard est plus dans le contrôle, dans la gestion, et on ne sait pas s'il va gagner le Tour de France non plus. Et donc, a priori, moi, j'aurais tendance à dire, bah, Pogacar. Mais pour le jeu ici, je crois que je vais quand même opter pour Vingegaard. Donc moi, je prends Vingegaard comme... allez, voilà, c'est du direct, entre guillemets. Je, je vote Vingegaard comme Et leader. pas de chance pour Alexis, bah bon, Alexis, tu dois prendre Remco du coup, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Non. pas de chance ou chance en même temps, Non, parce non, que bah écoute, voilà. pas de souci. Pas de souci, j'allais dire, vu que vous prenez Pogacar et Vingegaard, je vais prendre Remco, en précisant bien sûr que si je dois prendre la meilleure équipe possible, je prendrais probablement Pogacar avec une petite hésitation pour Vingegaard pour toutes les raisons déjà évoquées.
mais c'est probablement Pogacar. Mais du coup, ici, vu que je vais mettre un petit peu de cœur dans ma raison et que vous avez déjà pris Pogacar, Vingegaard, je prends Remco. Ok. Mais moi, je vais enchaîner avec mon équipe parce que je vous ai dit, je vais pas mettre toute une équipe au service de Pogacar, mais je vais quand même lui mettre des mecs. Et donc, je vais vous citer déjà deux noms qui viennent spontanément pour venir avec Pogacar, et ça va pas être très original. Je vais prendre ses copains de chez UAE. C'est-à-dire que je vais prendre Almeida. On en a parlé déjà de Almeida. Ok, hein, on parlait peut-être pas boucher le gap avec Remco, etc. Mais si je dois penser à un lieutenant en montagne, c'est Almeida. Il y en Mhm. a un peut-être qui aurait pu me faire hésiter, peut-être, ça aurait été Landa, mais il n'est pas là. Donc voilà, ce sera Joao, parce que en plus Joao, bah, là, ça fait un moment qu'il nous a montré qu'en fait, il pense pas qu'à sa gueule, Ouais. contrairement à ce qu'on a Oui, pu penser tout à au fait. début de sa carrière. Il n'a pas de mal du tout à bosser pour un autre. Donc je pense que tant en niveau qu'en attitude sur le vélo, je dois prendre le portugais. Et alors, j'enchaîne avec ben, Tim Willems, fatalement, pour ce que j'ai dit, aussi parce qu'il a le plus beau maillot du peloton et que donc il faut le voir sur les routes du Tour. Non, mais Tim Willems, ben voilà, j'ai un peu spoilé ce que je voulais en dire en fait quand j'ai parlé de la comparaison avec Van Aert. Il est dans une forme incroyable. Moi, je trouve que depuis qu'il est passé chez UAE, il renaît. Ça veut pas dire, parce que je voudrais surtout pas qu'on me comprenne mal, qu'il n'était pas bon chez l'auto, parce que je trouve que c'est un des mecs qui a le moins de reconnaissance par rapport à ce qu'il avait fait dans le vélo, au niveau Belgique. Donc je veux surtout pas minimiser ce qu'il faisait, mais dans son rôle d'équipier, et parfois où il a sa chance, mais notamment dans son rôle d'équipier, je trouve qu'il s'épanouit pleinement et il a retrouvé un second souffle, une seconde jeunesse, et il est très 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 impressionnant. Et puis c'est un bon copain, je crois qu'il s'entend très bien avec Pogacar, voilà, il fera chambre commune avec Tadej. Ok. Donc, t'en as dit deux en plus là? Ouais, donc j'en suis à 3. J'aurais pas envie de dire tout en même temps, moi, parce que Mais je pourrais dire tout en même temps. En fait, c'est peut-être pas plus bête, hein. Je vais peut-être monopoliser la parole, mais comme ça, on Vas-y, définit après, vraiment notre équipe avec l'ossature et le pourquoi du comment. je ferai Ok, rapidement aussi. donc j'enchaîne. Ben, c'était dans le deal hein, avec Pogacar. On pouvait prendre un sprinter. Ben, je prends Tim Merlier parce que je veux porter le maillot jaune dès la première étape. Et que vu que Tim va gagner, ben voilà, hein, je prends le meilleur sprinter du monde. Ça, c'est fait. Avec ça, je prends ben, inévitablement Wout van Aert. Alexis, tu m'en veux pas trop, mais Wout, il aura même pas sa carte jouée. Wout, il va venir en équipier sur tous les terrains. Bon, il y a Pogacar à aider, il y a Merlier à aider. Je suis bien désolé pour Wout, mais bon, à moins qu'il prenne un coup d'avance et que personne ne roule et que, bah, petit bonheur la chance, ça puisse lui sourire. Mais blague à part, sinon, il viendra en tant qu'équipier. Je crois qu'il n'y a personne au monde qui sait être utile sur tous les profils d'étape, sauf Wout van Aert. Ouais, Donc, je peux pas me passer de Wout, évidemment. c'est clair. Et je mets encore un autre gars aussi pour Merlier, puisque Wout, ce sera un peu couteau suisse. Je mets Danny Van Poppel. On aura bossé les automatismes avec Wout et avec Tim Merlier. Le trio sera imbattable, hein. Wout en avant-dernier, Van Poppel en poisson pilote et Tim Merlier pour finir le boulot. On a là mes deux axes, Pogacar, Merlier. Si j'avais dû être vraiment, vraiment, vraiment sérieux, j'aurais encore pris un mec qui aurait fait l'équipier en montagne, mais j'avais quand même envie de me faire plaisir pour les deux derniers noms. Je prends Tobias Alan Johannessen, qui est en forme assez sympa, qu'on a vu sur le Dauphiné plutôt pas mal. Et je dirais, Tobias, ta carte blanche, fais-toi plaisir, va nous chercher une étape, fais le show. Mais ça vaut, Tobias, si tout se passe bien pour Tadej et qu'il n'a pas besoin de toi. S'il y a un petit couac, bah, tu deviens un équipier modèle, tu as de quoi faire quand même pour aider l'équipe. Et alors, le dernier, alors là, que du plaisir. Tu fais tout ce que tu veux dans l'équipe. Tu ne t'occupes pas des autres. Tu vas nous chercher cette victoire d'étape qui te manque maintenant depuis 4 ans. Julien est de retour. Ah Julien va nous chercher cette victoire et peut-être même le maillot à points. On n'en sait rien. Allez, Julien, fais-nous plaisir. Je ne suis pas d'accord. Parce que Julien sera leader de son équipe. Donc tu prends deux Euh, leaders avec Pogacar. Ah bah oui. leader de son équipe, hein, ce sera à voir. Parce qu'il y a quand même Ça Michael reste à Storer. voir. Mais bon, voilà. Bref, c'est un autre sujet. Qui sort du Giro et Oui, qui sort du Giro. Mais qui fait une saison énorme. Alaphilippe n'aura pas le dossard numéro 1 de son équipe Oui, mais c'est pas un leader. Alors, je vous ai dit en plus en message privé, C'est est-ce que pas un là, leader de montagne, enfin de voilà, classement je vous ai dit en général, quoi. message privé, vous pouvez prendre Lennart Van Eetvelt si vous voulez. Bah, la Philippe, c'est du même acabit. Ouais. Ce sera Arnaud Delis qui aura le, C'est le ce qui aura le leadership de c'est vrai. l'auto. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, en parlant de Van Magnifique. Eetvelt,
Non, justement, je crois que j'ai pris une équipe assez polyvalente, mais qui au final, tous peuvent servir le but commun de Remco, en fait. Donc, voilà, enfin bref, j'ai mon leader Remco, j'ai 3 équipés en montagne, j'ai un homme libre en montagne qui peut se muer en équipier également, j'ai un rouleur sur le plat qui peut être important pour mon sprinter, et j'ai un Wout van Aert. Ah, mais j'allais dire, Donc tout j'ai ça, c'est Wout van Aert, en fait. Donc, il te faut ouais. encore des noms après. Donc j'ai mon leader Remco. J'ai les équipés en montagne Almeida, Adam Yates, Jorgensen. C'est sûrement ceux qui arrivent à suivre le rythme le mieux possible. Ceux qui vont réussir à faire le dernier relais le temps que Remco trouve son rythme quand Pogacar et Vingegaard auront attaqué. Donc ça fait 4. J'ai Van het Velt qui, lui, je lui dis, écoute mon coco, tu vas chercher des étapes, tu vas chercher le maillot à poids, mais si nécessaire, tu te relèves pour aller aider Remco. Ça fait 5. J'ai mon rouleur Affini, Eduardo Affini, qui va aussi servir d'avant-dernier, et il le fait très bien avec Koi, d'avant-dernier pour aller rouler du 4e kilomètre jusqu'au dernier kilomètre, avant de lancer Wout van Aert, le poisson pilote de mon sprinter Merlier. Poisson pilote Wout van Aert qui peut aussi avoir de temps en temps sa carte à jouer sur les arrivées au punch et travailler pour Remco, bien entendu. Donc au final, tous peuvent travailler pour Remco, mais tous peuvent également avoir leur propre importance, enfin pas tous, mais certains, avoir leur propre rôle. Voilà. Oui, j'ai voulu aussi jouer plusieurs cartes, mais du coup, c'est pas aussi homogène que chez toi, Alexis. Donc, pour rappel, j'avais Vingegaard comme leader. Bah, j'ai pris Almeida, hein, forcément, comme lieutenant fidèle. Et alors, je cherchais un mec qui pouvait jouer l'anticipation. C'est-à-dire le gars qui ne va pas justement faire la troisième roue du carrosse de Sir Jonas. J'avoue que j'ai un peu péché. C'est-à-dire que euh, j'aurais pu aller chercher un Jorgensen, qui pour moi est un des plus forts derrière les 3-4 monstres qu'on a cités. Mais j'avais envie de me faire plaisir et donc j'ai cité Lipovitz. Parce que voilà, je vois bien Lipovitz, on a vu qu'il était fort, mais si Lipovitz attaque dans Otakam, je suis pas certain que l'autre équipe ou les autres équipes vont le suivre, sachant que Vingegaard reste avec le peloton. Et puis si les autres suivent, voilà. Donc vraiment le dynamiteur, ce serait Lipovitz. J'avais pensé aussi à Simon Yates, mais comme le mec sort d'un Giro remporté, je pense qu'il aura la tête ailleurs et que voilà, ce serait pas forcément une bonne pioche. Et alors, au-delà de ce trio finalement pour la montagne, donc j'ai choisi de cibler d'autres trucs. Et donc j'avais Merlier Van Poppel, j'avais pris le même duo pour aller chercher les sprints massifs. J'avais pris Van Aert aussi parce que Van Aert est le meilleur coéquipier du monde et donc Van Aert peut tout faire. J'avais pris Stuyven. Je pensais que Damien allait choisir Jasper Stuyven. Pourquoi est-ce que j'ai pris Stuyven? Parce que c'est peut-être le vrai meilleur coéquipier au monde. C'est-à-dire que c'est un mec, on va avoir un Tour de France quand même ici, où pendant 10 jours, il y a des opportunités, c'est vrai, mais il faudra surtout ne pas se faire piéger. Il n'y a pas de pavé, il n'y a a priori pas vraiment d'étapes qui sont propices aux bordures. Mais enfin, voilà, je me dis, un mec qui peut être ton sauf-conduit pendant la première semaine, mais qui peut quand même, d'une part, bosser un peu si c'est nécessaire en montagne, et qui peut sur les étapes de transition, il y en a peu, hein, mais je ne sais plus lesquelles c'est, il faut que je retourne voir sur le parcours, mais l'étape de Valence, l'étape de Pontarlier à la rigueur, mais l'étape de Valence, de Toulouse, tout ça, voilà, c'est un mec qui pourrait aussi, pourquoi pas, jouer sa carte à partir de la deuxième semaine. Et puis alors, il me restait, si je m'aimerais, ouais, il me reste un nom, et j'avais envie de faire plaisir aussi à nos éditeurs français, mais je parviens pas à trancher. J'aurais cherché un puncher et je ne sais pas qui prendre entre Vauquelin et Grégoire. Je me dis que Vauquelin va être probablement leader de chez Arkea. Et donc, du coup, ben, pour ne pas avoir deux leaders dans l'équipe, j'aurais cherché Grégoire. Euh, et j'aurais pas été prendre Martinez, par exemple, parce que Martinez sera leader de chez Bahreïn. Donc voilà, c'est vraiment une équipe où je me dis, on peut aller chercher plein de trucs différents. On peut jouer tous les maillots finalement. Mais c'est un Grégoire, pourquoi pas. Un Grégoire en forme peut pour moi jouer le maillot à poids. Euh, Même si on sait qu'il y a beaucoup d'arrivées au sommet de col hors catégorie, et donc ça va forcément
privilégier les mecs du général. Mais enfin voilà, c'était une équipe qui était un petit peu tous azimuts pour un peu chercher tout et entre guillemets n'importe quoi. Et au final, peut-être rien du tout, malheureusement. Je précise, Jasper Stuyven est toujours un leader dans ma tête. Je pouvais pas le prendre. Ah ben voilà. Mm. Mais voilà en tout cas des belles équipes qui auraient fière allure face aux autres qui seront ici au départ. On a cité beaucoup de noms depuis le début de ce podcast. Peut-être pour terminer ce preview Tour de France, je ne sais pas s'il y a des noms qu'on n'a pas cités ou peut-être qu'on a abordé brièvement, que vous avez envie ici maintenant d'avancer parce que c'est des coureurs que vous avez envie de voir sur ce Tour de France soit par curiosité simplement, soit parce que vous y croyez pour faire un petit Ouais. numéro, pourquoi pas. Je ne dis pas pour gagner le Tour de France, bien évidemment, mais en tout cas pour venir porter haut les couleurs de leur pays, de leur équipe, ou que sais-je. Il y en a Bah, beaucoup chez Alexis, je pense. ouais, ben, j'en avais prévu beaucoup, mais il y en a beaucoup dont on a parlé, donc je vais pas forcément les citer ici. Maintenant, le premier, et je pense qu'on n'en a pas parlé, ce qui est assez fou, nous connaissant, le premier auquel je pense, et évidemment pas pas pour gagner le Tour de France, c'est Thibaut Nice. Lui, j'ai Évidemment. vraiment hâte de le voir, ça c'est clair, il y a beaucoup d'étapes qui lui conviennent. Il aura sa liberté à beaucoup de moments, donc vraiment hâte de le voir sur ce tour. Ouais. Peut-être, petite question sur Thibaut Nice. Est-ce qu'un Thibaut Nice dans une équipe Lidl comme celle-ci, sans Milan, est-ce que ça devient un Ah. coureur capable de chercher le maillot vert? Je crois Ou de pas. le jouer? Bah, je pense pas parce que à voir, hein, mais sur des sprints plats, à mon avis, c'est encore un peu trop léger. Mhm. Ouais, Bah, je ça aurait pense été aussi. un profil intéressant sinon. Ouais. Ouais, ouais. Bah, Nice, oui, inévitablement, c'est sûr qu'on va tous le suivre, j'allais dire en tant que Belge, mais même, en fait, je pense que c'est une attraction pour tous Ouais, ceux qui suivent le cyclisme. Donc, je crois que tout le monde va avoir un petit œil sur ce que Thibaut peut faire. Ouais, moi, je restais chez les Belges, tu l'as un petit peu évoqué, hein, Van Aert, Velt. Bah, j'attends de voir, mais vraiment sans ambition vu les ouais, problèmes qu'il a eu en début de saison. C'est un peu pareil. dommage, hein, mais voilà, on aime bien le coureur, donc j'ai envie de voir. Et un autre que tu as cité et que j'ai envie de voir, Romain, bah, c'est Romain Grégoire. Mhm. Euh, donc voilà. Après, il y a un mec, tout le monde va se dire, mais pourquoi il nous parle de ce gars-là? Mais j'en attends strictement rien. Mais rien de rien de rien. Je veux juste regarder ce qui va se passer durant 3 semaines. Severstring. C'est marrant que tu le dis. J'étais sûr que tu allais le dire, et d'ailleurs j'y ai pensé aussi. Enfin, sorry, je t'ai un peu coupé, mais Non, non, parce mais que je sais pas si tu te j'ai pas souviens. grand-chose à dire en fait sur Overstring. Mais Curieux. Tu sais pourquoi je l'ai mis, moi? C'est parce que début d'année, un peu par dépit, on va dire, enfin pas par dépit, mais par défaut, je l'avais cité dans mes révélations de l'année, mhm. et qu'au Juste. final, on attend toujours, cette révélation. Mais s'il est sélectionné sur ce tour, c'est que Alpecin a confiance, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas sur le tour, la révélation. C'est où qu'il était? Tour de Suisse ou Dauphiné? Qu'on l'a vu pas. Alors ça se reflète pas dans les résultats, mais qui était pas mal, je trouvais, hein. Et j'étais étonné, parce que en fait, je sais même pas sur ce Tour de Suisse, sur quel profil il fallait vraiment l'attendre. Mais voilà, Ouais, cyclo-crossman qui débarque comme ça, voilà, je suis curieux de voir. Et après, je vais passer la parole à Romain. Je vais quand même encore en citer un, même s'il y en a plein d'autres. Parce que lui, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais alors c'est pas le truc le plus amusant à suivre, sauf pour les passionnés de sprint. Moi, j'ai quand même encore envie de croire en Pennoet. Il s'est fait ouais, un peu bouger sur le Dauphiné, là, donc ça me rassure pas trop, 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 mais en plus, vu le niveau qu'il va y avoir là. Mais j'ai quand même envie de le voir justement face au Cador, quoi. ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un coureur dans lequel je croyais beaucoup, pas pour le Tour de France, très clairement, enfin pour le Tour de France, Mhm. pour aller chercher les étapes, mais c'était vraiment un gars qui avait montré de très 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 belles choses et je le voyais faire, pas une razzia, mais en tout cas faire énormément de belles places ou de victoires sur la Coupe de France et je l'ai trouvé assez transparent. En tout cas, très en deçà de ce quoi moi je m'attendais. C'est pas une critique sur le garçon ici Mhm, parce mhm. que il est très jeune et il faut évidemment le temps qu'il fasse son train aussi, parce qu'on sait que chez Groupama, il y a eu pas mal de changements récemment au niveau du train. Mais effectivement, je le voyais plus vite, plus beau. Et Ouais. donc, je serais effectivement curieux de le voir. Non, dans les noms qui ont déjà été cités finalement ici, ben, effectivement, Van Helvelt en tant que Belge, moi, comme je l'ai dit, c'est un coureur coup de cœur. C'est un coureur qui va à l'offensive et on sait qu'il va, en principe, doubler
Tour de France, Vuelta. J'espère vraiment qu'il va sélectionner ses courses sur le Tour de France pour aller essayer d'en claquer une belle. J'adorerais voir les Nerts aller remporter l'étape du Ventoux. Et puis aller faire un top 10 après sur la Vuelta. Donc je ne vois pas Lennert sur un classement général sur ce Tour de France-ci, même si c'est peut-être le Tour de France qui pourrait bien lui convenir au niveau du profil. Mais voilà, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Donc je serais curieux. Et l'autre gars, assez brièvement aussi, même si on l'a déjà cité, c'est Tobias Johannessen. C'est un coureur dans lequel je crois énormément depuis longtemps. Ça fait 2-3 ans que dans tous les jeux de management, chez nos copains de vélo futé, c'était ah, je le prends, puis je m'en débarrasse parce que il m'énerve. Mais c'est quand même un gars, on l'oublie, c'est un gars qui avait remporté un des tours de l'avenir, peut-être les plus relevés de ces dernières années, et qui systématiquement, un peu comme à Van Elvel finalement, qui systématiquement ici, pour des petites raisons de santé, des chutes, etc., malheureusement, n'a jamais eu une saison complète en, comment, où il était à 100% de ses moyens. J'ai été finalement surpris positivement de son Dauphiné, mais donc ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et je ne sais pas du tout dans quel esprit il va venir ce tour. Est-ce qu'il va essayer de faire un top 10? Est-ce qu'il va essayer de remporter une victoire d'étape? On sait qu'UNOX arrive maintenant dans une période où il reste 6 mois pour éventuellement aller accrocher une licence World Tour et donc pour aller chercher des points. C'est peut-être plus facile, entre guillemets, de faire un top 10 au général que d'aller chercher une victoire d'étape. Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, je suis très curieux pour toutes ces raisons-là de voir ce qu'un Tobias Johannessen va faire sur Tour de France. Et du coup, je vais en citer un troisième, comme ça après je vous renvoie la balle. Euh, un coureur qu'on a vu forcément ici récemment, c'est Oscar Onley. C'est un bon petit grimpeur anglais. J'attendais beaucoup de Max Poole sur l'Italie. Il a pris 5 minutes dans l'étape de Sienne et des Chemins Blancs. Et après, il n'a pas été mauvais du tout, mais il n'a jamais réussi à rentrer dans le top 10. Et là, voilà, c'est dans cette équipe DSM, enfin, on appelle aujourd'hui Picnic Firmenich. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce qu'ils misent vraiment sur les jeunes. Ils ne se sont pas affolés par rapport à leur classement ici, etc. Ils font confiance dans ces gars qui progressent d'année en année. Et on a vu un Oscar Only qui, rappelez-vous, était le seul à rivaliser contre Vingegaard sur un gros tour, hein, donc le Tour de Croatie, il y a 3 ans d'ici, quand Vingegaard avait été éblouissant sur le Tour de France 3 semaines avant. On s'est dit, mais qui est ce mec? Qui est ce Oscar Only? Ben voilà, il arrive sur son premier Tour de France et je suis très curieux de nouveau, c'est de la curiosité de voir ce qu'un mec pareil va faire. Rappelons quand même que c'est le seul qui a pu suivre Almeida en montagne sur le Tour de Suisse tout récemment. Si je peux réagir juste sur Johannessen, j'ai un peu peur aussi qu'il parte pour le classement général, mais je me dis qu'il aime bien prendre les devants quand même. Enfin, il a quand même un tempérament intéressant. Et deux, est-ce que finalement les deux sont incompatibles? S'il ne se relève pas totalement pour bénéficier d'un bon de sortie, c'est quand même pas non plus le gars après qui on va automatiquement courir, en tout cas dans un premier temps. Bon, voilà, je pense que les Oui. deux sont possibles. J'aimerais le voir jouer le maillot à pois, par exemple. Ouais, ce serait sympa. Ouais. Et je citais un nom que j'ai déjà cité, mais alors là, c'est dans l'autre sens. Malgré ce que j'ai pu dire sur Carlos Rodriguez, je vais garder un œil dessus parce que j'aime vraiment bien le coureur. J'espère, mais bon, je vois pas beaucoup de raisons d'y croire pour l'instant, mais j'espère qu'on va retrouver du bon Carlos dès ce tour, ce serait bien. Et si c'est pas ce tour, un peu plus tard, mais j'espère qu'il va revenir à son niveau en tout cas. Ouais. Moi, j'en avais noté plein, hein, dont vous venez de parler, mais j'avais aussi noté Alaphilippe parce que son Tour de Suisse était vraiment intéressant. J'ai noté Paré-Pin parce que j'attendais beaucoup de lui début d'année, mais ça me paraît compliqué. Et Lorenz de Plus aussi parce que ça fait des années que j'ai envie de le revoir à son tout meilleur niveau. Alors, est-ce qu'il ne l'est pas à son tout meilleur niveau, mais c'est simplement les autres qui sont devenus meilleurs, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie des noms que j'ai hâte de voir aussi sur ce tour. Du coup, peut-être un autre nom qu'on n'a pas du tout cité, mais qui depuis le début de la saison surprend. On l'a vu très en forme en tout début de saison. On se dit, bah voilà, c'est un coureur à la Wellens qui remporte des courses pardon, en février et puis qu'on ne voit plus de la saison. Sauf que Wellens nous montre qu'il peut être champion de Belgique. Et ben lui est champion de son pays, c'est Ivan Romeo, champion d'Espagne chez Movistar. Voilà, un gars qui a surpris, je trouve, vraiment depuis le début de la saison, dans une équipe Movistar qui revit un peu. Hein. Il y a Mas, c'est toujours le leader habituel, mais il y a d'autres mecs là qui parviennent un peu à se montrer. Il y a une sorte Trio.
voilà, d'évolution, on va pas dire une révolution, mais d'évolution chez Movistar qui serait intéressante à suivre. Et puis je vous laisse avec un dernier nom, ce sera le dernier que moi je vais citer ce soir. C'est Nelson Powless, c'est un coureur que j'aime énormément, qu'on avait beaucoup vu il y a 2 ans sur le Tour en jouant jusqu'à pratiquement à la fin, d'ailleurs le maillot à pois qu'il n'avait pas réussi à ramener à Paris. L'année passée, il était passé un petit peu à côté de son sujet et de son année, hein, clairement. Cette année-ci, il a montré de bonnes choses. Il revient progressivement en forme. Je me dis que dans une équipe IF qui, au final, qu'est-ce qu'elle va jouer cette équipe-là, puisque Carapace, malheureusement, doit déclarer forfait. Ben voilà, c'est un gars qui pourrait dynamiter Mhm. les courses et les étapes qui, a priori, ne seront pas les plus belles à voir. Donc, je suis là aussi très curieux de voir ce qu'un Nelson Powless va pouvoir retrouver comme niveau sur ce Tour de France Ouais. 2025, avec peut-être l'envie, l'ambition de jouer là aussi un maillot à pois. Moi, j'ai plus de nom, mais je suis quand même déçu que tu arrives à ta liste, Romain, comme ça. Je t'avoue, je sais pas si je vais continuer à collaborer sur le petit plateau, parce que bah, tout ce que je pensais connaître s'évapore. Donc, tu nous fais toute une liste comme ça, et tu ne nous cites pas Magnus Cort, en plus qui a un maillot vert là, avec un profil à moitié sprinter, à moitié puncher, et tout ça, et tu ne nous cites même pas Magnus Cort de tout le podcast. Je suis déçu. Non, non, parce que voilà, je pense que ce ne sera pas la première carte de chez UnoX sur ce Mhm. tour. Ouais, c'est vrai. Non, c'est juste un dernier nom, mais pour vous demander si ça vous a surpris que Jordi Meus soit sélectionné. Oui. Euh, voilà, ok. Ah. Je veux juste un peu votre avis là-dessus, parce que je sais pas, depuis que Roglic était là, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'ils prennent le sprinter, est-ce qu'ils le prennent pas? Et puis j'ai vu sa sélection. Il est en très bonne forme, hein, mais voilà, moi j'étais un peu Tout à fait. surpris aussi. Ouais. Non, Même si moi, pas, pourquoi pas, hein. Ah, Red c'est Bull bien, se je dit, bah, trouve. c'est pas à nous de taffer en montagne, on a trois grands grimpeurs, on va aussi viser autre chose parce que peut-être qu'on ne pourra pas viser la montagne tout simplement. Donc, il y a plusieurs justifications à ça, outre le fait qu'il est en forme. Mais oui, Mhm. oui, j'étais surpris. Mais c'est bien, clairement, hein, mon ah idée oui. ici n'est pas de dire Mhm. que c'est un mauvais choix, c'est un très bon choix. Juste, j'étais étonné Ouais. que Bora, enfin Red Bull le fasse. Et il vient avec un train, hein, Oui, parce tout à fait. que il a quand même Van Poppel qui est considéré comme, avec Van Der Poel, quand Van Der Poel se met à faire ce rôle-là, mais comme le meilleur poisson pilote au monde. Il y a un Mick Van Dijk qui peut être très rapide aussi. Il y a Ouais, un Moscon qui peut venir jouer les épaules dans les derniers kilomètres pour placer Meus. Et il y a même un Pity qui peut être il peut aussi, dégager tout le monde. voilà, qui peut être assez. Oui. Il y a un C'est Petit qui peut être pitié. assez rapide. Mais et à côté de ça, effectivement, et je rejoins Alexis, ce ne sera pas à la Bora de rouler, ce sera soit à Mhm, Visma, soit à UAE, soit éventuellement à Soudal, parce que Remco aura pris le jaune. Et donc Mhm. Roglic, avec ses deux lieutenants Lipovic et Blasov, il a ce qu'il lui faut en montagne, il n'y a pas besoin de plus selon moi. En tout cas, il n'y a pas meilleur dans l'équipe pour aller accompagner Roglic à partir du moment où Jay Hindley a terminé le Tour d'Italie ici récemment. Et donc, ben voilà, je trouve que cette équipe est très alléchante sur le papier et vraiment, ils vont viser des trucs. Et puis, il n'y a rien à faire. Mais ça a quand même fait de très, très belles choses dans cette toute fin de mois de juin. Il remporte quand même la nouvelle classique à Copenhague qui est peut-être considérée désormais comme la classique des sprinters. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie. Tantôt, j'ai cité Bittner comme maillot jaune. Eh ben Oui. pourquoi pas, je vais changer. Voilà, Joker, merci Damien. Meus, premier maillot jaune Tour de France. Vous l'aurez lu ici en premier. Mais voilà, je pense que vous l'aurez compris, on est très excité Ouais. par ce tour qui arrive. On aura les yeux un peu partout là. Bah, évidemment, ce sera la bataille Pogacar-Vingegaard qui nous intéressera dans un premier temps. Et si celle-là tourne court, il y aura plein d'autres choses à suivre. Donc, ben, je suppose que comme nous, vous êtes impatients aussi. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà à tous une bonne course et ben, on verra si on fait un petit débrief. Et puis, s'il se passe des choses exceptionnelles, on verra si on a l'occasion de vite, vite se faire un petit truc. Bref, restez connectés et ben, on se retrouve très bientôt. Merci les gars et Ciao, à bientôt. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao!